On appelle habit de paysanne le vêtement traditionnel porté par les femmes. Par opposition, on utilise l'expression mode de ville pour les personnes ayant abandonné ce vêtement, voire ne l'ayant jamais porté. La mode groisillonne, dite grise, concerne essentiellement les femmes, les hommes ayant pratiquement toujours porté le costume de ville, sauf au début du 19e siècle, selon une description de 1822. Quelques-uns portaient, lors de leur mariage, la tenue de marin lorsqu'ils étaient au service dans la marine nationale. L'habit de la paysanne de Groix appartenait à la mode lorientaise, les groisillonnes y ont apporté leur particularité vers les années 1920-1930, en adoptant une manière plus élancée de le porter, notamment dans le port de la coiffe et les chancrures du col de la camisole. Alors, la mode groisillonne appartient, il faut bien le dire, à la mode du pays de l'Orient, qui comprend en tout cas 31 communes, dont 4 communes qui appartiennent au Finistère, Guilly-Gomard, Arzano, Rédéné et Cloire-Carnouët. Il y a très peu d'éléments concernant le XVIIIe siècle, mis à part le fameux subterfuge qu'avait fait le recteur Uzel en 1703, en juin 1703. Et donc les hommes qui étaient à la pêche à la sardine à cette époque-là, il ne restait que les femmes à Groix. Il a donc dit aux femmes de revêtir leurs habits, qui devaient être probablement leurs habits peut-être de cérémonie de dimanche, qui étaient à l'époque un corset rouge et une jupe bleue. Et ce qui correspondait aussi, le recteur avait dû voir un peu juste dans l'histoire, aux habits, ça correspondait aux habits en fait que portaient les dragons du roi à l'époque. Il les a donc fait défiler. Et puis les Anglais ont été pratiquement spantés, épouvantés, ou ils ont mal vu, et donc ils ont dit que finalement il y avait quand même un régiment de soldats qui était là dans l'île, et puis ils ont fait demi-tour, quoi. Donc c'est la seule fois qu'on ait une mention de ces habits rouges et bleus, qui étaient aussi employés d'après les documents de ces époques-là, ou en rapport avec les habits de la Grande Terre, en fait, des femmes de la Grande Terre. La jupe bleue, là, c'est justement le seul élément qu'on a pu retrouver. On la situe dans la première moitié du 19e siècle, c'est très difficile, mais au moins peut-être avant même 1850. Elle aurait apparemment servi à une femme peut-être tout le long de sa vie, parce que quand on voit qu'elle est tout rapiécée, tout scellée, comme on dit, plein de morceaux qui ont été rajoutés au fur et à mesure que la jupe partait en pillot, elle a été gardée quand même, et puis on l'a retrouvée ici dans les cartons de l'écomusée. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a pu aussi retrouver par exemple un inventaire qui date de 1838 et puis qui mentionne justement par exemple ici un tablier en épinette amarante, un autre en bure de soie bleue et l'autre rouge, 2 robes en molleton bleu, une autre en drap noir et une autre en drap bleu, 2 camisoles, une en drap bleu et une en drap noir. On peut voir que les couleurs, quand même, étaient encore employées dans cette première partie du 19e siècle. Il y a aussi une notice qui a été faite sur Groix en 1822 et qui mentionne aussi le costume que portaient les Groisiens. C'est la forme qui était employée à l'époque.
et puis qui donne une idée sur ce qui était au niveau du costume de l'époque. Ici, dans l'ex-voto qui est dans la chapelle de Logmaria et qui correspond au naufrage de la chaloupe des douanes de Groix, qui s'est passé au mois de décembre 1825 et qui envoyait sur la Grande Terre le docteur Lestrohan qui était venu ici à Groix pour soigner une épidémie de typhus qui avait fait beaucoup de malades et notamment et aussi des décès. Et donc étaient embarquées en même temps deux femmes, Thérèse Bernard Dubourg et puis Marianne Lelivec, qui était la sœur du recteur. Et elle, Marianne Lelivec, était de Plouhinec. Et donc on peut s'apercevoir que les deux coiffes à ce moment-là étaient identiques. Ils correspondaient donc à la même mode, à la même façon de porter à ce moment-là, à cette époque-là. On ne distingue pas bien les jupes, la couleur des jupes ou des camisoles, mais on devine une couleur rouge peut-être pour une. Maintenant on arrive au 19e siècle, ou alors on a, c'est la deuxième moitié en tout cas, et donc on a cette femme de Groix qu'on a située vers 1850, et dont on s'aperçoit que le costume a déjà évolué. La grande coiffe qu'on a vue dans l'ex-voto, elle a déjà commencé à diminuer. Et puis on aperçoit, peut-être pour la première fois, en fait, ce qu'on appelle les drankenjeu, qui au départ de la coiffe, d'après les anciens, les dessins qu'on a retrouvés, était complètement sur l'arrière de la tête. Ce qui fait que Drankein, en breton, veut dire derrière le dos. Et au fur et à mesure de l'évolution du port de la coiffe, les Drankein se sont retrouvés sur les côtés. Et ils ont gardé leur situation jusqu'à maintenant, on peut dire, jusqu'à l'évolution, tout au long de l'évolution. Elles ont aussi évolué, elles sont relevées, comme on verra plus tard, dans les différents éléments du port de la coiffe. Et le costume lui-même était quand même aussi différent. On voit le devantier du tablier qu'on appelle digoter en breton, et qui ici correspond à une pièce à peu près rectangulaire, si on peut dire comme ça, et qui, petit à petit, évoluera avec le temps et s'évasera au fur et à mesure de l'évolution du costume. Alors ici, on a devant nous le costume et la photo aussi, d'ailleurs, de Fanny Thomas, qui a épousé Jules Le Friec. Le tablier broché de soie à motif de petites fleurs et la pointe du devantier est soulignée de velours noir. La camisole, maintenant, à partir de cette époque-là déjà, est en soie noire et velours de soie noire, rebrodé de cordonnets de soie noire aussi, qu'on appelle en breton le korfbruch, qui est souvent de fois mentionné dans les documents juste au corps, et plus tard c'est devenu camisole. La jupe, qu'on ne voit pas, mais est à balayeuse légèrement plus longue que le tablier à cette époque-là. Et la frange de la balayeuse, en fait, préservait le tablier de la poussière. C'est des particularités de certaines jupes. Et là, on s'aperçoit que le col ici, qui est un col à plastron, qui se posait sous la camisole, correspond encore au col de la mode de l'Orient. Et puis, on a le béguin, alors là, qui lui
est en toile de coton avec les drinquenières. Donc les drinquenières, on a vu, sont les petites ailettes qui sont de chaque côté comme ça du béguin. Et la coiffe est en tulle brodée, ornée de longues tresses cochées. Alors les tresses, ce sont les petites, qu'on appelle aussi souvent de fois les pattes, qui sont de chaque côté de la coiffe et qui, probablement, à une époque, devaient peut-être aussi s'amarrer ou s'attacher sous le menton. Le béguin, lui aussi, il est noué avec ce qu'on appelle en breton des stodeleu, de chaque côté, sous le menton en fait, quoi. Ici déjà on arrive dans la période dans la période 1900-1925 et donc qui appartient toujours à la mode du pays de l'Orient. On le voit avec toujours le plastron qui est là, col à plastron en tout cas. Et l'habit en fait n'a pas beaucoup changé, mis à part le devantier ou le digotaire qui s'est quand même évasé et qui est vraisemblablement, et qui est même le tablier qu'on aperçoit derrière, et qui a été modifié plus tard quand la mode a évolué. On voit le devantier sur la photo là-bas qui est rectangulaire là. Avec l'évolution du costume, on a fait de plus en plus le devantier évasé qui va être ainsi jusqu'à ce que le costume disparaisse. Il faut noter aussi que chaque fois il y a toujours les manchettes qui sont indépendantes en fait des manches de la camisole, qui sont de dentelle de différentes sortes de tulle brodé, et puis ça varie suivant bien sûr les personnes qui le portent, et suivant les moyens aussi dont avaient les personnes pour porter différentes sortes de manchettes. Il faut voir que le tablier est toujours amarré ou attaché à gauche. Ici, par exemple, le tablier est en velours de soie pourpre frappé de bouquets de volubilis. Et la camisole toujours noire d'ailleurs, mérinos et velours de soie ornés du galant de l'Orient aux cordonnets de soie noire. Les manchettes sont en tulle brodée, le plastron toujours à la mode de l'Orient. Et le jour du mariage, la femme portait une grande coiffe qui est vraisemblablement l'évolution de la grande coiffe qu'on a vue là-bas au tout début du 19e et qui était exceptionnellement portée le jour du mariage et qui était aussi portée par les jeunes filles groisillonnes le jour du pardon quand elles portaient la statue de la Vierge. Et là, le costume, l'habit était entièrement blanc, avec la grande coiffe. Et la photo ici représente un mariage de 1896, Hubert Nexer et sa femme Marie Leroux, qui habitait à Pontudy. Et ici, donc, c'est aussi un tableau de mariage de 1901, qui est le tableau le mariage plutôt d'Yves Tonnerre et de Marie-Rose Puyan, de Logmaria, et qui ont été peints ensuite par leur fils Jean Tonnerre. Deux tabliers ici sont des prêts de la famille Cabanel, donc descendants de la famille de Fanny Thomas, et puis celui-ci est un tablier qui est un prêt du sac celtique. Ici c'est un couple de mariage, de mariés en tout cas, dont on a le gréement intégral. Il correspond au mariage en 1926 de Paul Le Grel et de Sophie Baron. Et donc on peut considérer que ils font partie des premiers couples
qui ont porté la coiffe haute, qui était la nouvelle forme du port, en tout cas de la coiffe groisillonne. On a dit à différentes occasions comme ça que la groisillonne, qui faisait partie d'ailleurs des filles les plus gracieuses qu'on pouvait trouver tout le long de la côte, et qu'elle portait de ce fait une coiffe qui était gonflée devant, comme étaient gonflées les coiffes des dindés de l'époque. Il faut bien spécifier quand même ici que le costume du groisillon n'existait pas. Il n'y avait pas de costume spécifique. Il était habillé à la mode de ville, comme on disait. Seule la femme gardait son habit particulier de la mode groisillonne, qui est resté au niveau des formes identiques depuis le début du XXe siècle. Seule évolution, c'est la hauteur de la jupe qui petit à petit, jupe et tablier qui petit à petit remontait et donc est arrivé dans les dernières peut-être époques au niveau du mollet, quoi. La camisole qui a été confectionnée par sa mère est en soie et velours de soie. La jupe en soie noire à bande de velours de soie noire. Et il faut dire ici que les filles qui étaient de petites conditions portaient un velours qui pouvait être peut-être de cette hauteur-là, et puis qui pouvait remonter suivant que la famille avait de plus en plus d'argent pour pouvoir se payer ça. Un souvenir comme ça d'une vieille cousine à ma mère, qui me dit un jour, c'était pas pour un mariage, mais moi je portais un velours qui était tout petit, et puis un beau jour, son frère, il a gagné un petit peu de sous, comme ça, soit à la pêche au thon ou à la drague, et puis il a dit à sa sœur, écoute Manon, tu vas pouvoir mettre un pièce de velours, pour ça et tout ça. La mère a dit, non, tu ne mettras pas un velours plus haut que les autres, on doit rester quand même avec le rang qu'on a, donc tu garderas le petit velours. Et donc à partir de 1925, là, on peut dire que la coiffe a évolué, a pris complètement une forme différente de la coiffe de l'Orient, et elle a gardé jusqu'à la fin du XXe siècle, quoi. Mis à part aujourd'hui les filles du sac celtique qui la portent toujours dans la même... ce qui identifie en fait les groisillonnes du pays lorient, aux autres coiffes du pays lorientais, qui sont restées portées plus plates. Donc ici, c'est aussi un tablier de mariage d'ailleurs, qui date de 1932, et qui est en panne de velours de soie bleu ciel, et qui a été peint à la main par Joséphine, dite Fifine d'Avigo, peinture à l'huile, et qui est un motif de rose polychrome. Comme quoi, le tablier a été peint là pour le mariage. Alors que souvent de fois, les tabliers étaient peints après le mariage, souvent. Peints ou brodés, parce que il y avait aussi des tabliers brodés, et donc ça dépendait, quoi. Il y a le tablier de ma mémé Jeanne Biès, qui s'est mariée en 1920, mais comme elle a été veuve très tôt, elle a probablement dû porter le tablier qu'une seule fois dans sa vie. Et donc, du coup, le tablier est resté longtemps dans l'armoire, et puis un beau jour, ma mère, qui arrivait à faire partie de groupes comme ça, défilés, des clubs du 3e âge, avait fait peindre le tablier pour l'occasion. Par son fils. Par son fils. Je le pars.
Je le pauvre. À l'époque où il était artiste. À côté de la coiffe qui avait remonté, le col l'orientais a été aussi supprimé parce qu'il était là au ras du cou. Et comme disaient les personnes qui l'ont porté, bah, il nous goisquait à moitié, là, notre cou était complètement étranglé avec ça. Et c'était pas du tout facile de le porter, donc on a supprimé ça et puis on a mis un col beaucoup plus léger. Et puis qui découvrait en même temps la gorge. Les femmes, ils voulaient quand même qu'on voit un peu quand même de leur gorge, là, c'était quand même pas non plus. Le tablier est en velours de soie, pas un décor de fleurs qui est produit manufacturé. À l'époque, c'était des coupants de tissu. C'est chic d'avoir un produit manufacturé. Bah, il y a quand même là une femme qui était marchande des tissus au bourg, et puis qui a décidé de porter des costumes entièrement en velours. Camisole, jupe, tablier, tout ça. Bah, du coup, les gens de Groix n'ont pas été longtemps à lui donner un nom, hein. Ils ont appelé la taupe, parce qu'elle était toute en velours. Et je me demande, mais là je n'ai pas su, si elle n'aurait pas été en fait à l'origine peut-être du port de la coiffe, peut-être là. Les hommes qui étaient au service n'avaient pas d'argent pour acheter un costume. Au service, ils n'étaient pas payés, donc du coup, ils se mariaient au costume qui leur était, dont ils étaient obligés de porter pendant leur service, et ils se gréaient en marin, quoi. Donc au-dessus, là, bien sûr, on a mis 3 éléments de l'habit de la Groisillonne. Il y a la jupe avec son velours d'une certaine hauteur quand même, une jupe à pan. La caractéristique de l'appellation de cette jupe, c'est qu'elle était appelée brour à puncture et cotillon naine à fusil. Et la camisole, elle ne portait le nom que de Korfbroek. Et puis le tablier qui s'appelle dentaire en breton, avec le devantier qui est digotaire. La camisole était bien sûr amarrée avec des lacets bien serrés, là, de manière à ce qu'il n'y a rien qui dépasse. Souquet, ouais. Et puis, en même temps, on aperçoit un petit élément de velours, là, qui était une petite poche qui servait à mettre une montre. 2 costumes, 2 habits qui ont des tabliers identiques. Et du moins, en tout cas, dans leur forme et dans leur motif. Il y a un qui est un tablier, celui qui est à gauche, un tablier de mariage de 1900. De Marie-Rose Billon et de Jean-Marie Bourran, de Logmaria. Et là, à cette époque-là, bien sûr, c'est encore la motte de l'Orient qui était en vigueur. Le tablier, lui, donc, de Madame Anne Stéphane des Créoles, et qui est en soie noire, incrustée de trèfle, de velours noir, comme l'autre. Camisole aussi à l'ancienne, à bande de velours ornée, toujours du galon de l'Orient, en cordonnet de soie. Jupe en mérinos, à balayeuse aussi. Et camisole à bande de soie, là, ouais, de soie noire. Et puis le cordonnet, c'est le petit truc là qu'on voit, la petite couture là qu'on voit là. On arrête de poisson, le drain pesque. Ici, on a l'habit de deuil. De grand deuil, on peut dire, quoique à une époque, le grand deuil avait aussi un grand manteau de noir. Il n'y a pas de fioriture, rien du tout. La coiffe est portée dessous, la coiffe de deuil, on aperçoit là en haut. Et les tranqueignaires, bien sûr, étaient de la même façon. Et puis ensuite, on appelle ça la coiffe ronde, ou de demi-deuil qui, elle, n'avait aucun ornement. Là, c'est bien sûr une photo de 1913, Curtis Caloc, là,
Et sa petite sœur Marie-Renée qui, elle, bon, ben, n'avait pas eu le droit de porter sûrement l'habit. Et puis ici, c'est une photo de vers 1870 et qui provient de la famille Gégaud, du bourg Gégaud d'Avigo. Et là, on retrouve encore ici Marie-Rose Stéphano avec vraisemblablement sa fille Fanny dans ses bras et puis le petit garçon. Jean-Pierre Gégaud et sa femme. Mélanie Gourand, mes arrière-grands-parents, et leur fille Rose qui a dû attraper sûrement un pidgeman avec ses parents. Alors ici on arrive dans les habits de travail, bon, bah, qui étaient quand même des éléments assez simples, hein, souvent de fois le tablier il reste toujours le même. Mais bon, c'est un tablier tout simple, ici en textile synthétique à rayures grises et noires. Et dans ces cas-là, pour ne pas être embêté pendant le travail, la piécette pouvait être soit rentrée à l'intérieur ou même coupée. Dessous le foulard ou le fichu se trouvait toujours le béguin. Une femme ne sortait jamais sans avoir mis au moins son béguin. Cet habit, on l'a trouvé dans un déménagement après décès à Crayette, dans la famille Yvan de Crayette, qu'on appelle les Pierrecoites. Et c'était eux qui faisaient tout, les mecs, les hommes, ils faisaient tout les repieds, tous les pecelles qu'ils mettaient dans les vareuses, les pantalons, c'était eux qui faisaient ça, ils cousaient ça à la mode du voile, des coutures de voile, et puis toujours un habit de travail tout simple aussi, avec caraco chemisier, qui vraiment est l'expression la plus simple, celle qu'on trouvait dans les dernières périodes où les femmes mettaient déjà moins les éléments du costume, moins le tablier. Les couturières ambulantes qui allaient comme ça de seconde fois de village en village. Ici la photo date de 1920 avec à gauche complètement Maria Alfreda Stéphane. Une brouette aussi qui servait à trimballer la machine à coudre. Et donc, lorsque Mathilde Gourand, épouse Le Fur, née en 1887, exerçait son métier de couturière, elle s'en allait par tous les temps, de village en village, avec dans sa brouette, sa machine à coudre et son stock de métal. Alors ici, il y a un tablier de tous les jours datant de la Seconde Guerre mondiale, porté par Armande Baran, qui était une sœur d'Adolphine Baran. La camisole sans col, portée avec des manchettes de coton noir pour protéger les manches. Les femmes qui travaillaient dans les commerces, qui revêtaient quand même le costume, un costume tout simple. Alors on a un tablier ici de mariage de 1923 de Marianne Quéré, épouse de Guillaume, et qui est en velours de soie rouge, avec application de fleurs de velours de soie, rebrodé de fils de soie et de perles de verre. Comme c'était certainement un tissu de prix, on a laissé les lisières apparentes. Ouais. On laissait toujours les lisières apparentes quand c'était un velours de qualité. Et ici, c'est un tablier de mariage de 1903 de Marie-Victorine Stéphane, épouse Gourand. Il est en soie broché à motif de rose, or et argent. Alors ici, par exemple, dans la coiffe 5, elle appartient en fait à la mode de l'Orient, et la motte groisillonne va lui ajouter un petit élément qu'on appelle la passe, qui permet à la coiffe d'être élevée, d'être surélevée, comme elle a été à partir de 1925.
Il y a aussi le bonnet de baptême, là. En fil métallique, avec des sequins et des perles, Ouais. avec une cocarde en soie sur l'arrière. Et puis des béguins de différentes dentelles, quoi. Les tranquegnets ou... En filet pour l'un, en en gaz ajouré pour l'autre. Ouais, puis ici, En avec tulle pour les derniers. avec le bonnet qui est quand même, lui, brodé. Et puis ici, différents éléments pour le repassage, le nettoyage des coiffes et manchettes, du savon, du bleu. Et puis on a même ajouté une boîte de tabac à priser, qui était l'apanage des femmes. Les hommes se réservant la cigarette, la pipe ou le tabac chiqué. Il y a différents éléments de dentelle pour les coiffes, par exemple, les bordures, et puis les éléments de colle aussi pour les cols qui sont arrivés à la mode Groix. Et donc la dentelle la plus large, en fait, c'était celle que tu cousais sur la bande de gaz. Ouais, pour les coiffes. Voilà. Et que tu plissais ensuite et que tu amidonnais. Et que ta mère faisait régulièrement. Ouais. Voilà. Le mariage de Pierre Tonnerre et de Germaine Yvan en 1919. Et donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs qui sont en habit de marin, là, dont lui, d'ailleurs, le marié. Le marié, c'est lui. Et le marié à côté. Et la mariée à côté avec sa grande coiffe. Et ça. Lui, il était infirmier quand il était au service. C'est pour ça qu'on voit mentionner hôpital maritime sur son bonnet. D'accord.